C'est une décision majeure qui a été rendue la semaine dernière par la Cour internationale de justice. Les actions des gouvernements qui contribuent au changement climatique sont désormais illégales et les États doivent être tenus responsables de leurs émissions de gaz à effet de serre. Cet avis consultatif était très attendu par les pays frustrés de l'inaction des pays pollueurs. Alors que contient cette décision exactement et qu'est-ce que ça va changer concrètement? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Il s'agit d'une victoire pour notre planète, pour la justice climatique et pour la capacité des jeunes à faire bouger les choses. C'est en ces termes que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié la décision de la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction mondiale qui est installée à La Haye, aux Pays-Bas. En fait, cette cour avait été saisie après une campagne lancée en 2019 par des étudiants des îles du Pacifique Sud et notamment du Vanuatu, menacés par la montée des eaux et le changement climatique. Ces étudiants avaient ensuite convaincu les dirigeants de ces États insulaires du Pacifique, puis l'Assemblée générale des Nations Unies, de s'adresser à la Cour internationale de justice. L'idée, c'était de clarifier les obligations des États en matière de protection du climat, car on le sait, ça fait des années qu'il a été prouvé que le réchauffement climatique est causé principalement par les activités humaines, comme la combustion d'énergie fossile, donc le gaz, le pétrole ou encore le charbon, et les conséquences de ce réchauffement menacent directement certains pays. Mais alors, que dit précisément cet avis rendu le 23 juillet dernier? La première chose, c'est l'obligation d'agir. La CIJ affirme clairement que tous les États ont l'obligation de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, qui sont responsables du changement climatique, et de prévenir les dommages significatifs à l'environnement. Cette obligation, elle existe pour tous, même pour les pays qui ne sont pas signataires d'accords, comme l'accord de Paris de 2015 par exemple. On revient dessus juste après. La deuxième chose, c'est la responsabilité des pays développés, qui sont historiquement responsables des émissions et qui doivent être, je cite, à l'avant-garde de la lutte. Concrètement, ils doivent aider financièrement et techniquement les pays les plus vulnérables et agir de façon bien plus ambitieuse. Alors concernant cette aide financière et technique, on n'a pas plus d'infos pour le moment, mais je vous mets des liens en description si vous voulez creuser le sujet. Le troisième élément de cette décision, c'est que si un État ne prend pas de mesures suffisantes, par exemple s'il continue de subventionner les énergies fossiles ou qu'il ne prend pas de mesures de réduction ambitieuse des gaz à effet de serre, eh bien il commet un acte, je cite, internationalement illicite. Concrètement, il engage donc sa responsabilité et peut être exposé à des demandes de réparation par les États touchés qui subissent déjà les conséquences du changement climatique. Selon la Cour, la jouissance des droits humains, comme la santé ou encore le logement, dépend de la protection du climat. Enfin, la CIJ a rappelé que l'objectif prioritaire était de limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, alors que le monde en est déjà à au moins 1,3 degré de réchauffement. La limitation de 1,5 degré, c'est l'objectif de l'accord de Paris qui a été signé en 2015. L'autre objectif de la CIJ, c'est que les États soient ambitieux dans leur politique pour y contribuer. Ce point, il est crucial pour les pays les plus menacés, comme les États insulaires du Pacifique dont je vous parlais juste avant. En tout cas, c'est une décision absolument majeure et inédite, car c'est la première fois que la CIJ clarifie clairement que les gouvernements et par extension les entreprises doivent cesser les pollutions qui nuisent au climat et surtout indemniser financièrement les nations et les communautés vulnérables pour les dommages causés. Et pour la première fois, les conclusions du GIEC, donc le groupe d'experts de l'ONU sur le climat, devient un socle juridique. Ce n'est plus une opinion, mais un fait reconnu par la justice internationale. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, autant le dire tout de suite, cet avis, ce n'est pas une loi contraignante, ni un jugement. En d'autres termes, il ne force pas directement les pays à agir et ne prévoit pas d'amende automatique. En revanche, il a un poids juridique énorme. Il donne une base à tous ceux qui veulent attaquer en justice un État ou une entreprise pour inaction climatique, que ce soit des associations, des ONG, des législateurs, des avocats, des juges ou encore des citoyens, et donc les tribunaux du monde entier pourront s'en inspirer pour condamner des politiques climatiques qui sont jugées insuffisantes. Cet avis, il va aussi servir d'appui dans les négociations internationales sur le climat, et donc ce sera plus difficile de se défausser ou de minimiser l'urgence. Enfin, les géants du pétrole, du gaz ou du charbon sont eux aussi visés par cette décision. Subventionner ou étendre les énergies fossiles sans prendre en compte la lutte contre le changement climatique pourra être considéré comme une faute du point de vue du droit international. En tout cas, la France a salué une décision historique et une victoire pour le climat par la voix de sa ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. À noter que le Vanuatu, donc l'un des États du Pacifique, prévoit déjà de demander à l'Assemblée générale de l'ONU de faire appliquer l'avis de la Cour internationale de justice, ce qui permettrait de créer un cadre international pour contraindre les États à respecter leurs obligations climatiques. Bref, voilà pour ce sujet, ça me semblait essentiel de revenir dessus pour bien comprendre en quoi c'est une décision historique. Je vous laisse avec Valentine pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous.
tous, on commence avec cette actu. À Gaza, des largages aériens d'aide humanitaire ont lieu ce vendredi, et ce malgré les risques importants de blessures qu'ils représentent. La France a parachuté 40 tonnes d'aide au-dessus de l'enclave palestinienne. L'Allemagne doit également procéder à des largages ce week-end en coopération avec la Jordanie. Il faut savoir que plusieurs ONG critiquent ce type d'opération car certains colis peuvent blesser, voire tuer des personnes qui se trouvent au sol. Ils peuvent également atterrir en mer, ce qui pousse les Palestiniens à vouloir les récupérer, dont des personnes qui ne savent pas nager. 12 personnes sont d'ailleurs mortes noyées en tentant de récupérer des colis tombés en mer en mars 2024. Et ce même mois, plusieurs civils avaient été tués après des largages mal maîtrisés, certains colis étant tombés sans parachute. Et puis l'ONG Moyen-Orient d'Action contre la faim a expliqué auprès de RFI que même lorsque ces colis atteignent le sol sans incident, ils profitent surtout aux personnes valides et physiquement en forme, excluant les femmes, les personnes âgées ou en situation de handicap. En tout cas, le ministère français des Affaires étrangères, qui s'est dit conscient que l'aide aérienne était insuffisante, a indiqué mardi que 50 tonnes de fret humanitaires sont prêtes à être acheminées par la route, mais restent bloquées par Israël à proximité de Gaza. On continuera de suivre ça. Deuxième actu, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé ce vendredi un gel des évacuations de Gazaouis vers la France, le temps de l'enquête sur une étudiante de Sciences Po Lille accusée d'antisémitisme. En fait, une étudiante palestinienne originaire de Gaza est arrivée en France le 11 juillet. Elle avait bénéficié d'une bourse du gouvernement dans le cadre d'un programme destiné aux étudiants gazaouis. Elle devait intégrer Sciences Po Lille à la rentrée, sauf que son inscription a été annulée ce mercredi suite à des publications antisémites qu'elle aurait postées sur les réseaux sociaux. Des captures d'écran montrent qu'un compte attribué à cette étudiante par des internautes et qui a été fermé depuis a repartagé des messages appelant à tuer des juifs. Sciences Po Lille a fait savoir que les propos sur les réseaux sociaux de la jeune fille étaient confirmés. Alors le parquet de Lille a annoncé ce jeudi l'ouverture d'une enquête pour apologie du terrorisme et apologie de crimes contre l'humanité. Une enquête interne vise aussi à comprendre pourquoi ces contenus n'ont pas été repérés plus tôt. Jean-Noël Barrot a par la suite indiqué qu'aucune opération de ce type, aucune évacuation d'aucune sorte ne se tiendra tant que nous n'aurons pas tiré les conséquences de cette enquête. Il a ajouté que cette étudiante n'a pas sa place en France et qu'elle doit, je cite, quitter le territoire national. Des discussions sont en cours sur sa destination. Troisième actu, au 1er juillet 2025, les prisons françaises comptaient près de 85 000 détenus pour seulement 62 509 places opérationnelles. Selon les chiffres publiés ce vendredi par le ministère de la Justice, un nouveau record après celui de juin. Concrètement, ça veut dire que la densité carcérale globale, donc le rapport entre le nombre de personnes détenues et le nombre de places opérationnelles, est de 135,9%. Elle dépasse même les 200% dans 29 établissements ou quartiers pénitentiaires et 150% dans 68 autres. En un an, les prisons françaises comptent donc 6 442 détenus de plus. Au niveau européen, la France est le 3e pays le plus touché par la surpopulation carcérale, derrière la Slovénie et Chypre, selon une étude du Conseil de l'Europe publiée en juillet 2025. La défenseure des droits, qui alerte régulièrement sur la surpopulation carcérale, avait dénoncé en novembre une atteinte à la dignité des détenus et une défaillance des droits fondamentaux. Fin juin, le ministre de la Justice Gérald Darmanin avait affirmé envisager de reconvertir des bâtiments tels que des EHPAD fermés pour y placer rapidement des détenus. Il a aussi évoqué l'idée de construire des petites prisons à taille humaine pour les personnes peu dangereuses. Mais plusieurs associations déplorent la logique de construire des prisons. Elles demandent notamment l'instauration légale d'un plafond de place en prison à ne pas dépasser et une réduction importante du recours à la prison en faveur des peines alternatives. Quatrième actu, Kamala Harris, ancienne vice-présidente de Joe Biden et candidate démocrate à la présidentielle américaine de 2024, qui était face à Donald Trump, a annoncé ce jeudi publier un livre en septembre. Intitulé 107 jours, il reviendra justement sur les coulisses de la campagne présidentielle américaine de 2024. Lors d'une interview dans le Late Show de Stephen Colbert, elle a également indiqué ne pas vouloir faire partie du système pour l'instant. Elle estime que le système politique américain est défaillant. Il y a quelques jours, elle a annoncé ne pas vouloir se présenter au poste de gouverneur de Californie en 2026. Elle n'avait jamais officiellement confirmé son intention de se présenter, mais il y avait de nombreuses spéculations à ce sujet depuis plusieurs mois. Selon la presse américaine, il ne serait pas exclu qu'elle se présente de nouveau à la présidentielle de 2028. Mais Kamala Harris n'a rien déclaré
déclaré à ce sujet. Et enfin, dernière actu, la console Switch 2, sortie le 5 juin, s'est écoulée à 5,82 millions d'exemplaires en un mois, a annoncé Nintendo ce vendredi. Selon les spécialistes, il s'agit de l'un des plus gros démarrages de l'histoire des consoles de jeux. L'entreprise avait précédemment annoncé en avoir vendu 3,5 millions d'unités dans le monde en seulement 4 jours, un record pour un lancement. La première Switch, sortie en 2017, avait enregistré moins de 3 millions de ventes sur une période similaire. Merci Valentine pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format pendant l'été, ça fait super plaisir. À noter, comme je vous le disais la semaine dernière, qu'il n'y a plus ce format le samedi pendant encore 3 semaines. Voilà, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la semaine prochaine.